Ravi de vous retrouver sur la chaîne Leader, le grand journal. Voici les titres. Dans ce journal, zoom sur la ferme agro-pastorale de Milor, une ferme porteuse. Elle a reçu des centaines de vaches et forme au métier de production de lait. Du nord, nous passons au sud. Le pèlerinage de Temento 2012 a vécu. Cette année, des milliers de fidèles ont répondu à l'appel. Les échos dans cette édition. Sur l'international, nous nous arrêtons ce soir sur la culpabilité annoncée du milicien congolais Thomas Lubanga. La Cour pénale internationale le soupçonne aussi d'avoir enrôlé des enfants dans la rébellion. Bonsoir, lancement du deuxième numéro de la revue Les Cahiers du Plan. L'État du Sénégal met l'accent sur la nécessité de protéger les groupes vulnérables. Le thème des travaux qui se sont déroulés ce matin, protection sociale et filets sociaux de sécurité. Explication avec Luis Biza. La journée d'études et de réflexion organisée le 7 septembre 2011 aura été une des étapes marquantes ayant permis de réunir toute la substance du présent numéro. Les 47 pages qui composent cette revue mettent en évidence des questions relatives au développement économique et social, la thématique de la protection sociale et des filets sociaux de sécurité autour de laquelle gravitent les différents articles pourraient jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. Cette revue a pour objet de questionner des thématiques qui ont une importance dans le développement économique et social du pays. C'est ainsi qu'après le premier numéro consacré au thème du changement climatique, pour ce deuxième numéro, nous sommes intéressés à la protection sociale. La protection sociale occupe une place non négligeable dans l'agenda des politiques nationales. La direction générale du plan s'intéresse à ce thème qui figure en bonne place dans ses préoccupations. Protection sociale et croissance économique donc, constituent deux dimensions fondamentales à partir desquelles on pourrait trouver des ébauches de solutions pour pouvoir trouver une solution au développement. Donc, partant de ce constat, nous avons jugé utile de mener cette réflexion, d'essayer de l'approfondir pour voir dans quelle mesure la protection sociale pouvait contribuer à la croissance économique sans la nuire. Au nom du ministre de l'économie et des finances, Mme Néné Mbouboundiaïdien, directeur de cabinet du dit ministère, a invité l'assistance à œuvrer davantage pour une meilleure prise en compte de la protection sociale au sein des structures. Avant de poursuivre, nous vous donnons lecture de ce communiqué qui nous vient de la Direction générale des élections. Dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle, le directeur général des élections rappelle que les militaires et paramilitaires votent les samedis 17 et dimanche 18 mars 2012. Le vote a lieu dans les capitales départementales au niveau des lieux et bureaux de vote figurant sur leur carte d'électeur. Le directeur général des élections exhorte les militaires et paramilitaires à s'acquitter à leurs devoirs citoyens à l'occasion de ce scrutin. Avec l'aide de la coopération espagnole, l'agence REVA a installé sa première ferme agro-pastorale dans l'Oualo. À Milor, la ferme a reçu une centaine de vaches, dont certaines ont mis bas. Le ministre de l'Agriculture qui a visité la ferme souhaite que l'expérience soit élargie. Un tour à Milor, au nord du pays, avec Aboubakri Khan. Sur la nationale 2 à quelques 6 km de Dagana, bienvenue à la ferme agro-pastorale de Milor. Une réalisation de l'ANREVA qui a vu la réception d'une centaine de vaches gestantes depuis le 4 janvier 2012, dont une dizaine à Miba. Une première expérience financée par le Royaume d'Espagne. Dans une démarche participative, l'utilisation de la main-d'œuvre locale a permis à une centaine de jeunes de s'investir dans l'agroalimentaire. Ils sont organisés en 5 GIE. Tous les employés appartiennent aux GIE issus de Milor et des villages satellites. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de vaches qui ont déjà mis bas. Donc chaque vache à peu près tourne autour de 10 litres le matin, 10 le soir. Donc on tourne sur une moyenne de 20 litres par vache. La ferme de Milor est un véritable incubateur, un centre pratique de formation des métiers de production de lait. Et selon un principe de confinement, l'ANREVA souhaite dans un avenir proche installer de petites unités laitières.
les vaches sont en train de mettre bas, nous allons atteindre un effectif d'à peu près 300 vaches dans peut-être 15 à 24 mois. Bon, ce qui constituera un sureffectif. Et justement, la direction de l'agence REVA a prévu à ce moment-là d'installer les producteurs organisés aujourd'hui au sein de la ferme en petites unités individuelles indépendantes, dotées chacune de 3 à 4 vaches. L'expérience de Mbilor sera élargie à d'autres départements du Sénégal. L'objectif visé est d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits laitiers. À présent, nous vous proposons la découverte d'un projet qui vise l'autonomisation des femmes. Il s'agit du projet Gender Innovation Fund, une initiative du Programme alimentaire mondial. À Djabia, localité située dans la région de Fatick, des femmes qui s'activent dans l'exploitation du sel sont dotées de techniques agricoles. L'objectif est d'accroître leurs revenus. Bachirba. Djabia se trouve sur la route de Diakhao où les montagnes de sel se dressent à perte de vue. L'exploitation du produit sur ce site remonte à plusieurs années, mais c'est grâce au programme alimentaire mondial qu'il a retrouvé sa valeur. Le sel est devenu UED, donc exportable. Le PAM en achète chez ses productrices encadrées et formées. L'iode nous a permis d'être en bonne santé. Nos enfants sont devenus plus intelligents et beaucoup de maladies ont disparu. Nous les aidons dans le financement, nous les aidons aussi dans la formation. En bref, tout ce qui est encadrement. Malgré la chaleur et l'absence de moyens de production, ces femmes sont à l'œuvre. Il le faut car il faut nourrir l'enfant qui est sur le dos mais aussi se laisser au village. Au village, justement, le problème est à moitié réglé. Les enfants peuvent suivre les cours correctement, convaincus qu'ils mangeront à la pause. Les enseignants, les parents d'élèves approuvent largement, voyez-vous bien, la cantine. Elle est vraiment d'un apport considérable par rapport en économie au niveau des familles et par rapport aux gains en relation avec le temps d'apprentissage au niveau des classes. Les cantines scolaires ont permis d'améliorer les résultats des enfants. L'année dernière, on a eu 100% à l'entrée en 6e et 100% au certificat. Le petit déjeuner sera dorénavant servi aussi. Le magasin de l'école est plein de vivres, seuls les légumes y manquent. Pour régler ce problème, 4 groupements composés de 80 femmes bénéficient de périmètres pour pratiquer le maraîchage. 4 villages sont concernés, ce qui permettra de relever en vitamines les plats des élèves, mais aussi d'aider les femmes à disposer de revenus en vendant les produits de leur récolte. Et nous attendons peut-être les productions dans 2 ou 3 mois. Et nous escomptons que ça va donner et pour permettre aux femmes d'avoir un peu dans leur poche et aux enfants d'améliorer leur quotidien. Nous avons pensé donner l'opportunité aux femmes de diversifier leur activité en s'adonnant à des activités génératrices de revenus comme le maraîchage durant la saison morte. L'exploitation de sel se fait seulement une partie de l'année. Ces femmes restaient plusieurs mois sans rien faire. Aujourd'hui, avec ce projet, elles transforment leur quotidien et celui de leurs enfants. Nous allons tout à l'heure revenir dans la vie dans nos régions, mais avant cela, retenez que le mot d'ordre de grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES pourrait être levé. C'est en tout cas ce qui ressort d'une rencontre entre le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, et une délégation du syndicat, délégation conduite par le secrétaire général de ce syndicat, Seydina Babacar Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Cissé. Vous savez que nous sommes des organisations démocratiques. Alors, nous sommes mandatés par une base et il est clair que la primeur des informations appartient à ces bases-là. Ce qu'on peut par contre dire, c'est d'abord remercier le président de la République d'avoir pris le temps de nous recevoir malgré un calendrier chargé et d'avoir pris non seulement des engagements fermes, mais des instructions fortes. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est l'application de ces instructions, l'opérationnalisation à travers les ministres concernés. Exactement. C'est-à-dire que le président peut donner des instructions, mais il revient au ministre de les appliquer.
puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce qu'un travail n'a pas été fait en aval. N'est-ce pas? Disons en amont, pardon. Maintenant, il s'agit pour les ministres concernés de se rattraper et d'être en phase avec le président qui a compris exactement pourquoi nous étions en mouvement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une dynamique de lever la grève? Je vous l'ai dit tantôt, une organisation démocratique ne lève pas des mouvements à la présidence ou que ce soit en dehors des instances régulières de cette organisation. Et c'est le cas du syndicat de l'enseignement supérieur. Nous retournerons vers les bases pour les informer, attendre leur point de vue, synthétiser et donner la suite. Mais ce qu'on peut dire clairement, c'est que ce mouvement, nous n'avons jamais voulu y entrer. Donc si nous sommes, parce qu'on nous a amenés par des comportements qui auraient dû être autres de la part des tutelles et des différents ministères, nous sommes les premiers à être pressés d'en sortir. Déjà, nous sommes rassurés que le président ait compris et se sent en phase avec nous. Nous, l'inquiétude qu'on a, c'est sur les ministres et non pas le président. Il faut que ce soit clair. Le SAES qui retourne à la base pour informer et la suite, vous le saurez dans nos prochaines éditions. Nous retournons dans nos régions. Les populations de Darou Khoudoss, dans la région de Thiès, ont une seule préoccupation pour l'heure. Elles veulent fixer leur sol pour empêcher l'avancée des dunes de sable. Sur place, le programme de gestion intégrée des écosystèmes aide à protéger les réserves naturelles communautaires. Le même programme intervient dans 12 villages de la région de Saint-Louis dans le cadre de la régénération de la mangrove. Louis-Philippe Sagna, reportage. Ce sont les crabes qui indiquent la richesse du sol. Là où il y a de l'argile, c'est favorable. Là où il y a plus de sable, ça ne marche pas. Ainsi, le premier reboisement de la mangrove a démarré en 2004 à Gandon et à Ndjemben Gandiol. Il y avait une coupe abusive des populations parce que le bois de la mangrove est un bois très prisé pour les gens qui font du poisson fumé. Donc c'est dans ce cadre-là que beaucoup de pirogues se déferlaient pour aller vers l'hydrobase pour aller vendre ce bois-là. Donc ce qui a provoqué cette dégradation. Dans ces deux communautés rurales situées à 7 km de la ville de Saint-Louis, 12 villages bénéficient de ce projet. Avant le projet, nous avons fait doon si jëmbat di dandaan gor nag boole ko di gor di jëmbat waaye biñu demee ba nga xam projet bi ñëw na wax nu njëriñu sànnaar bi gor biñ koy gor gënu si lañ ko bàyyi mu jig ñun tam ñu dem si biir di wuti ay pépinière si biir ñëw di ko jëmbat. Il n'y a pas que la régénération de ce bois très prisé, les ressources halieutiques commencent à refaire surface. ndax lu nu mosul woon sax am biñ ko si ndax yoxos noonu la jare te yoxos bi léegi mi ngi fiy ñëw carrément day làqu si taatu sànnaar yi. ñu ko siy gis di si wut njëriñ di si liggéey buñ ko wutee weer ka ba mu wow di ko jaay ay kilo 2500 di si am suñu xaalis di faj suñu soxla boobu njëriñ la. Pour mieux accompagner les populations dans la préservation de la réserve naturelle communautaire, une mutuelle a vu le jour en 2007. Elle a facilité la réalisation de plusieurs micro-projets. Le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal s'intéresse également à la fixation des sols. À Darou Khoudoss, dans la région de Thiès, une réserve naturelle communautaire est menacée par les dunes de sable. Autre problème, la salinisation. Mais grâce au PGIES, l'espoir est permis. PGIES ñëwee ñu ne dinañ leen jàppale ba seen tool yi dundaat ba seen suuf bi ngeen di suul seen tool yi yooyu yëpp ñu jàppale ñu ñun gëmuñu woon wax boobu waaye alhamdulilah gis nañu ko ndax fii nga gis nii am na jamono boo fi toppee sa jur da ngay dow arrière nag poussière bi ni muy mel poussière bi da lay tupp et gis nga léegi nag gis nga ñax mi am fii tey ñax mi doo ko gis fu néew doole foo gis ñax mi day fekk place bu am doole la. Dans cette zone des Niayes, les cuvettes sont menacées par les dunes de sable. C'était une dune vraiment toute blanche, nue, et qui menaçait un peu les cuvettes maraîchères. Les populations, avec l'appui du PGIS, ont eu à faire des opérations de fixation de dunes. Sur la dune, il y a une bande de 136 hectares déjà fixée. À l'intérieur, un reboisement d'espèces locales.
Des éco-gardes se chargent de la protection. Un travail difficile, mais pas impossible pour ces volontaires. Sédhiou accueille ce jeudi la première édition de la journée du poisson. L'occasion sera saisie pour évaluer les avancées notées par les femmes qui s'activent dans l'aquaculture et un cachet particulier, un cachet populaire sera donné à l'événement, nous dit Erini Madi. Il y a à peine 6 mois, ce projet d'aquaculture a démarré à Sédhiou. Au début, c'est 26 filets norternes avec à l'intérieur de chacun plus de 2 tonnes d'alevin. Après des semaines d'entretien, les poissons arrivent à maturité. Dans quelques heures, on procédera à la récolte au grand plaisir de l'initiateur. Le 15 de ce mois, nous avons quelques tonnes de poissons à récolter à la date du 15 pour montrer que nous avons dit, nous l'avons fait et que c'est faisable. Aujourd'hui, nous avons 25 bassins. Chaque bassin peut produire en moins 1 tonne de poissons trimestriellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chaque 10 femmes, nous leur offrons un bassin, une cage qui peut produire 1 tonne de poissons tous les 3 mois, ces 10 femmes ont la possibilité de produire 4 fois l'année. Donc 4 tonnes de poissons. Même à raison de 1000 francs le kilo, ces 10 femmes auront eu 4 millions de francs à se partager. Donc un revenu par participant de 400 000, à peu près $1000. Ça revient à un revenu mensuel à peu près de 40 000 francs. Je crois que 40 000 francs dans la poche de ces bonnes dames, mensuellement, ça change carrément leur vie. Pour cette première expérience, cela a été un coup de maître. À présent, on pense à sa vulgarisation dans les autres villages de la zone. Nous avons, à partir du 15 aussi, date de récolte d'une part, et date de vulgarisation. C'est ainsi que nous avons, pour 2012, ciblé 25 villages, pour que chaque village soit doté de 3 cages en test. Ça, c'est important pour nous. Et ces 25 villages-là, ce serait l'ensemble des 25 villages. Je veux dire, on va partir de Marandan, de Woudoukar, de Bakoum, de Sandinieri, de Djiredji, de Kamoya, l'ensemble des villages. Et je crois que l'objectif final, c'est le jour qu'on aura les camions frigorifiques qui vont faire le sens inverse. Au lieu de partir de Mbour pour Sédhiou, vont partir de Sédhiou pour verser ici leur excédent. Là, je pense qu'on aurait atteint notre objectif. Sédhiou, capitale du Pakao, va à l'occasion de cette première journée du poisson vivre au rythme du Diamadon, une journée du poisson qui vise à faire de cette zone le centre aquacole du pays. Et nous allons diagnostiquer le secteur de la pêche au Sénégal. C'est une initiative du Forum de la pêche qui s'est basée sur le rapport de Greenpeace. Il en ressort que notre pêche rencontre plusieurs difficultés depuis maintenant quelques années. Les détails avec Kaltom Gueye. La pêche occupe une place importante dans l'économie sénégalaise, mais depuis quelque temps, on rencontre des difficultés. C'est la raison pour laquelle le Forum de la pêche invite tous les acteurs à joindre les efforts pour éradiquer les maux qui gangrènent ce secteur. Si le Sénégal veut régler le problème, il faudrait maintenant être en adéquation avec le constat établi par le Greenpeace qui appelle au dialogue. Et pour qu'il y ait ce dialogue, il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent autour d'une table. Et sur la table, on n'a rien de nouveau à mettre que d'accepter que ceux qui sont acteurs et bénéficiaires à la fois sont les principaux acteurs de cette discussion ou les principaux acteurs à convier à une autre vision, à une harmonisation d'autres politiques qui rentreraient dans la dimension de gestion durable et de cohérence des politiques. Le respect et l'application des textes des institutions concernées est un pas vers la résolution des problèmes évoqués. Il faudrait sauver la pêche sénégalaise dans toutes ses composantes. Parler d'une portion de la pêche en parlant des autorisations ne règle pas le problème. Il faudrait qu'on arrive à établir l'audit de la flotte, sinon valider l'audit de la flotte qui reste dans les tiroirs, amener les gens à reconstituer la flotte nationale, connaître le nombre de pavillons existants, déterminer le nombre de sociétés mixtes. Cette rencontre a permis au Forum de la pêche de dégager les axes majeurs qui vont faciliter le bon déroulement de son plan d'action. Actualité internationale, au Congo, le milicien Thomas Lubanga, déclaré coupable par la Cour pénale internationale
Cet ancien chef rebelle a tué beaucoup de civils dans les années 2000. Il est également soupçonné d'avoir enrôlé des centaines d'enfants dans la rébellion. Il aura fallu 10 ans d'efforts pour que la Cour pénale internationale, basée à La Haye, rende son premier jugement. Instant solennel savouré par le procureur Luis Moreno Ocampo et vécu avec détachement par le principal intéressé, Thomas Lubanga, accusé de crimes de guerre. L'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Thomas Lubanga est coupable des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs du FPLC et les a fait participer activement aux hostilités. Une soixantaine de témoins, 129 victimes déclarées partie civile ont défilé au cours des 200 jours d'audience. Enquêtes sur le terrain et vidéos sont venues conforter l'accusation. Thomas Lubanga, ancien chef de milice à la solde de l'Ouganda puis du Rwanda, a sillonné l'Ituri, province orientale de la République démocratique du Congo. Sous couvert de défendre l'ethnie Emma en lutte contre les voisins Landou, il a multiplié en 2002 et 2003, à la tête de l'Union des patriotes congolais, les exactions contre les civils et contrôler les mines d'or de la région. Pour creuser comme pour tuer, il a enrôlé des centaines d'enfants. Il faudra l'intervention de la force européenne Artemis, puis la mort de 9 casques bleus en 2005 pour que Kinshasa l'arrête et le transfère à La Haye. Thomas Lubanga doit encore patienter pour connaître la peine infligée et dispose d'un mois pour faire appel. Le reste de l'actualité hors de nos frontières sous forme de télégramme nous mène en Suisse, au Bangladesh, en Argentine et en Afghanistan où 2 attentats ont fait une dizaine de morts dans le sud du pays. 2 attentats ont fait au moins 9 morts mercredi dans le sud de l'Afghanistan, peu après l'arrivée dans la région du secrétaire américain à la défense, Leon Panetta. Ici à Kandahar, une moto piégée a explosé alors qu'un peu plus tard 8 civils étaient tués par une bombe placée sur une route dans le Helmand. Leon Panetta est en Afghanistan pour tenter d'apaiser les tensions, 3 jours après qu'un soldat américain a tué 16 civils, faisant craindre des représailles anti-américaines des talibans. Mardi, une délégation afghane venue enquêter sur le massacre a été attaquée par des hommes armés. Un soldat a été tué. Jour tragique pour toute la Belgique. 22 enfants de 11-12 ans partis en classe de neige sont décédés dans l'accident de leur autocar en Suisse. 6 adultes, dont les 2 chauffeurs, ont également trouvé la mort. Le véhicule s'est déporté pour une raison encore indéterminée et a percuté de plein fouet la paroi d'un tunnel autoroutier. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. Le bilan du naufrage mardi d'un ferry au Bangladesh continue de s'alourdir. Il dépasse à présent la centaine de morts et les secours craignent de découvrir encore de nouvelles victimes coincées dans l'épave. Le bateau qui transportait quelques 200 personnes a heurté durant la nuit une barge pétrolière au milieu d'un fleuve. Il aurait coulé très rapidement. Le non-respect des normes et la surcharge des bateaux sont la cause de nombreux naufrages au Bangladesh. La Cour suprême argentine autorise l'avortement en cas de viol, une décision prise à l'unanimité des 7 magistrats dans un pays où plus de 90% des habitants se disent catholiques et où la question fait donc d'autant plus débat. Jusqu'à présent, les avortements n'étaient pratiqués sans autorisation expresse de la justice que dans le cas de femmes atteintes d'une maladie mentale. Il n'est toutefois pas question pour l'instant de légaliser l'avortement, c'est au Congrès d'en décider et le gouvernement a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de présenter de projet de loi. Retour chez nous, politique, les partisans du candidat Abdoulaye Wade évaluent le premier tour et se mobilisent pour le second tour. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. C'était à Pékin. Le compte-rendu est ici signé Fanta Badji. Le deuxième tour de la présidentielle se prépare. Les responsables politiques des FAL 2012 se sont retrouvés dans la banlieue dakaroise pour une évaluation de la campagne précédente. Nous avons su ainsi déceler à l'interne tous les dysfonctionnements qui ont perturbé notre campagne au premier tour. Il est ressorti de ces rencontres que bien des électeurs ont voté pour la simple raison qu'ils n'avaient pas perçu les véritables enjeux politiques liés à cette élection
ou la véritable nature des candidats en lice. À Pikine, le candidat Wade a obtenu 27,7% des suffrages. Mamadou Seck, coordonnateur départemental d'IFAL 2012, a tenu à saluer cette performance. Je remercie tous les Pikinois qui ont porté leur choix sur notre candidat. Ce résultat est loin d'être conforme, bien évidemment, à nos attentes. À partir de ce constat, nous nous sommes assignés deux objectifs majeurs. Le premier objectif est de rallier à notre cause les Sénégalais qui ont voté pour des candidats qui ne sont pas qualifiés pour le second tour. Le second objectif découle du constat. Le taux d'abstention ainsi relevé trouve essentiellement ses raisons dans la crainte des violences annoncées, l'optimisme exagéré de certains de nos militants qui ont considéré la victoire acquise et n'ont pas pris part au vote. Pour ces responsables politiques de la banlieue, l'heure est à la remobilisation des militants. Une victoire de Wade à Pikine est pour eux une question d'honneur. Cette année encore, Temento a refusé du monde. Des milliers de fidèles chrétiens ont assisté à la 25e édition du pèlerinage de cette localité située au sud du pays. C'est le nouvel évêque de Ziguinchor qui a célébré la messe officielle. Le compte-rendu est signé Adam John. Temento, à 7 km du premier village de la Guinée-Bissau sur la Nationale 6. Autorités administratives se joignent à celles religieuses. L'appel de la foi a résonné chez ces fidèles catholiques. L'édition de cette année avec Marie étoile de la nouvelle évangélisation, Marie, reine de l'univers, bien présente dans le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Temento. Maman Marie, je te choisis pour ma mère et ma reine et te laisse plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu. Amen. La messe de cette 25e édition a été dite par le tout nouvel évêque de Ziguinchor, Abbé Paul Abel Mamba Diatta. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Puis, dans son homélie, un appel à la paix. L'objet de notre rassemblement ce matin, pour demander à notre Mère de nombreuses grâces, dont la grâce de la paix. De la paix pour notre sous-région. Parce que dans notre sous-région, il y a la guerre. La paix en Afrique, mais surtout la paix en Casamance. Pour demander la paix dans notre pays. Parce que dans notre pays, il y a aussi la guerre. Pour demander la paix dans notre région, la Casamance. Car chez nous en Casamance, voilà 30 ans que cela dure. Devant des milliers de fidèles venus implorer les grâces du Seigneur et raffermir leur foi au Christ le Sauveur, le curé de la paroisse de Temento, Abbé Louis Djedjou, délivre un message. Il y avait beaucoup d'arbres ici. Et tout récemment, dans la semaine, quand nous nous attelons à préparer ce pèlerinage, il y a un dernier arbre qui est tombé. Donc ce lieu est victime d'une érosion. Et nous avons adressé un dossier à l'État pour l'aménagement de ce sanctuaire. Et ce dossier est en train de dormir dans les tiroirs et gagné par la poussière.
Les autorités administratives présentes lors de ce pèlerinage ont perçu le message et semblent prêtes à accéder à cette demande. Je voudrais assurer la communauté catholique des diocèses de Kolda, de Ziguinchor, de Gambie et d'ailleurs que les autorités administratives de la région de Sédhiou sont fermement déterminées à les appuyer et à les accompagner tout au long de cette marche. Cela, je peux le leur garantir. Une garantie qui corrobore la ferme volonté de l'Église sénégalaise à faire de ce sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Temento un haut lieu de la catholicité. En marge de ce pèlerinage de Temento, l'évêque de Ziguinchor, Abbé Paul Abel Mamba Diatta, s'est exprimé sur la conjoncture économique et a surtout proposé un retour vers l'évangile pour sauver les hommes. Les idoles des temps modernes nous envahissent et nous les connaissons. C'est l'argent, c'est la finance, c'est les médias, le portable, la croissance économique au nom de laquelle on écrase les hommes, on les déleste de leur travail et on les pousse dans la misère et la destruction des foyers, des communautés. On réduit l'homme à une simple machine de production. Oui, tout cela, c'est pour ériger l'homme en Dieu, ou ce qu'il gagne, ou ce qu'il fabrique en idole. Demandons au Seigneur de nous délivrer de nos propres idoles. Avant de vous quitter, nous vous donnons lecture de ce communiqué d'abord qui nous vient de la présidence de la République. La presse sénégalaise s'est fait l'écho d'un article et d'une interview donnée par l'avocat parisien Maître William Bourdon, publié dans l'édition du vendredi 2 mars 2012 du quotidien français Le Parisien et sur son site internet, au terme desquels la procédure française dite des biens mal acquis pourrait être élargie au président sénégalais. L'évidence en soutenant et publiant l'allégation susvisée à l'approche du second tour de l'élection présidentielle. Les auteurs de l'article précité du Parisien et Maître William Bourdon ont obéi à des préoccupations électoralistes voulant ainsi s'immiscer dans le déroulement de la campagne électorale. En raison du caractère diffamatoire de cette assertion, le président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a demandé à ses avocats, monsieur le bâtonnier Jean-René Fawad et Maître Rassek Bourgi du barreau de Paris, ainsi qu'à Maître François Sarr du barreau de Dakar de porter plainte. La plainte a été déposée ce jour auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal hors classe de Dakar, monsieur le bâtonnier Jean-René Fawad et Maître Rassek Bourgi, 7 ans, déplacé à cet effet à Dakar. Fait à Dakar le 13 mars, signé Serigne Mbacké Ndiaye, ministre porte-parole du président de la République. Un autre communiqué du porte-parole du président de la République, le président Abdoulaye Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais PDS et des FAL, rencontre les cadres libéraux et alliés le vendredi 16 mars 2012 à partir de 17h au Méridien Président. Toute la presse y est conviée. Signé Serigne Mbacké Ndiaye, chargé des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence de la République. Tout à l'heure, retrouvez Maimouna Dir pour le journal de la campagne. Juste après, vous avez rendez-vous avec Omar Ning dans le magazine Parlons Programme. Un peu plus tard, Ibrahim Mboup vous sert le journal du soir. Je vous retrouve demain 20h, Inch'Allah. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons et bonsoir.